Jérusalem au lendemain du massacre dans le quartier d'Arnof, retour des fidèles pour la prière dans la synagogue visée et obsèques du policier druze, 5e victime des terroristes. Dernière discussion sur le nucléaire iranien à Vienne. La date butoir fixée pour l'accord expire le 24 novembre et les désaccords sont loin d'être aplanis. Et puis des combats meurtriers dans le Sinaï entre djihadistes et l'armée égyptienne aujourd'hui. 7 morts alors que l'Égypte continue d'étendre sa zone de sécurité près de Rafah et au sud de la bande de Gaza. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous, on va donc évidemment revenir sur les suites de l'attentat meurtrier d'hier à Jérusalem. 5 morts, plusieurs blessés, les 2 terroristes palestiniens qui ont été abattus. Destruction aujourd'hui de la maison d'un terroriste palestinien, auteur de l'attentat contre le tramway il y a quelques semaines. Ce qui semble donc indiquer que le gouvernement israélien a décidé de mettre ces menaces à exécution, celle donc de la fermeté contre les auteurs d'actes terroristes. On va parler de cette situation à Jérusalem, également de la position de l'autorité palestinienne avec nos invités. Bonsoir, docteur Eddie Cohen. Vous êtes orientaliste, spécialiste justement des relations entre juifs et arabes dans les pays arabes tout spécialement. Vous êtes l'auteur d'un article dont vous nous parlerez cette semaine dans le Jérusalem Post. Et puis Amir Badran, bonsoir. Vous êtes avocat ici à Yafo. On retrouvera également dans un instant nos envoyés spéciaux à Jérusalem où des barrières ont été installées à l'entrée de certains quartiers arabes. Vous les voyez, ils sont prêts. Elliot Schenberg, Cyril Amar et Amjad Abou Arafé pour les 3 chaînes d'I24 News. On va donc évidemment rester ce soir focalisé sur la situation à Jérusalem. יש מי שמבקש לעקור אותנו מארצנו ומבירתנו. הם לא ישיגו את מבוקשם. אנחנו בקרב על ירושלים, בירתנו הנצחית. ندعو إلى استمرار هذه العمليات في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية. We urge the Israeli authorities to refrain from taking measures such as punitive demolitions. הנחיתי הערב להרוס את בתי המחבלים שביצעו את הטבח ולזרז את הריסת בתי המחבלים שביצעו את הפיגועים הקודמים. We are totally against the killing of innocent people, being, Palestinians, being really Israelis. Et donc pour commencer, eh bien, le symbole aujourd'hui de ces fidèles revenus prier 24 heures après la terrible tuerie dans cette synagogue du quartier d'Arnof. C'est un reportage de Mathias Inbar. Cet homme prie avec vigueur et la vie reprend peu à peu son cours ici, dans cette synagogue de Jérusalem, lieu de l'attaque la veille par 2 Palestiniens au cours de laquelle 5 personnes ont été tuées. Ils ne vont pas nous arrêter de vivre. C'est exactement ce que nous devons faire, ne pas avoir peur. Nous devons faire ce qu'il faut, et ce qu'il faut faire, c'est continuer à prier et apprendre la Torah. Une vie normale, certes, mais désormais rythmée par la présence policière déployée à l'extérieur des lieux publics, comme ici, devant cette synagogue. Des policiers qui se mêlent également à l'organisation d'une circoncision sur les lieux mêmes de l'attentat, l'occasion pour ces juifs de sacraliser la vie 24 heures après la mort des leurs. C'était une occasion de prouver que nous n'avons pas peur de prier, de célébrer cette circoncision. La joie de la vie doit l'emporter sur tout. Vous savez, j'ai appelé le père hier et je lui ai demandé s'il souhaitait toujours organiser cette circoncision ici. Il était témoin de l'attentat et ne voulait pas céder à la peur. Sur le terrain, sur ordre de Binyamin Netanyahou, la maison d'Abdelrahman al-Chalodi, auteur de l'attentat à la voiture bélier le mois dernier, a été détruite. Une sanction qui devrait s'appliquer aux auteurs du massacre de la synagogue. Notre rôle au ministère des Affaires étrangères, c'est d'expliquer justement la situation particulière dans laquelle nous nous trouvons et de faire en sorte que la communauté internationale nous soutienne et nous appuie. Naftali Bennett va lui plus loin et souhaite le déploiement d'unités militaires dans Jérusalem, des mesures mal perçues par les jeunes palestiniens, notamment ici, à Essaouira.
Ce n'est pas une vie ici, vraiment pas une vie, ni pour les Arabes, ni pour les Juifs. La situation est difficile, on ne peut pas aller au travail, il n'y a plus de confiance entre les deux camps. On vit ensemble, on travaille ensemble, on a grandi ensemble, mais le gouvernement doit faire quelque chose. À la fin, il va y avoir la guerre. Et l'une des mesures proposées par le cabinet restreint de sécurité israélien, c'est de placer ce type de blocs de béton ainsi que des barrages permanents à l'entrée des quartiers sensibles palestiniens, ce qui les couperait de facto du reste de la ville de Jérusalem. Voilà, situation qui reste donc, on l'a compris, extrêmement tendue ce soir encore à Jérusalem, même si la journée a été plutôt calme. Aujourd'hui, on reviendra tout à l'heure sur les images des obsèques du policier tué dans cet attentat, la 5e victime décédée hier soir, et puis également des précisions aussi sur la démolition de l'habitation de ce terroriste auteur de l'attentat à la voiture bélier. D'abord un mot sur cette situation, justement, avec vous, Amir Badran. Est-ce que vous comprenez ce que disait hier soir Benjamin Netanyahou, c'est-à-dire qu'on est en quelque sorte, dit-il, dans une bataille engagée pour Jérusalem et que finalement les positions vont se durcir là. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez ? Je pense que ce qu'est en train de dire le président Netanyahou, le président israélien, le Premier ministre, pardon, et contredit un peu ce qu'est la situation concernant la sécurité d'Israël. C'est-à-dire, on a pu remarquer hier un événement très important dans lequel Yoram Cohen, qui est le chef des services de sécurité générale israélienne, qui contredit ouvertement, solennellement, formellement son Premier ministre en disant Abbas n'encourage pas les actes de terroristes, il ne les encourage même pas derrière les coulisses. Des paroles très claires, très nettes, très précises, qui contredisent complètement le discours du Premier ministre. Il continue en disant, ce chef de sécurité générale israélienne, il est loin d'être un gauchiste. C'est très important à le remarquer et de le dire. Et si lui, il arrive à faire la conclusion qu'en fait, l'escalade de la violence est plutôt, celle qu'on a vécue ces derniers jours, est plutôt reliée au fait du meurtre du jeune Abourder à Shofat, qui était récemment, et surtout, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la montée des parlementaires israéliens plutôt du côté extrémiste de droite sur l'esplanade des mosquées, en prétendant que nous voulons bâtir le temple de David sur le lieu. Donc ça, c'est pour vous ce qui explique aujourd'hui cette situation. Donc la situation est telle que le disent les services de sécurité israéliens, non pas ce que moi je suis en train de dire. Le problème est que le chef de gouvernement est en train de mener un discours qui n'arrive pas à prendre en considération la responsabilité que les deux côtés doivent prendre, surtout le côté israélien qui est le côté le plus fort, en disant voilà, cette escalade-là, il faut lui mettre fin, Et le problème qu'on retrouve aujourd'hui, c'est aujourd'hui, le premier ministre israélien a donné l'ordre de démolir les domiciles des proches de ceux des Palestiniens qui ont été accusés de ce meurtre. Et là, il y a un problème là-dedans, toute une polémique qui est en train de s'établir dans la rue israélienne, parce que justement, on est en train de prendre en considération ce qu'a dit la commission de l'armée israélienne. Et la commission de l'armée israélienne... Alors on va y revenir. Je voudrais d'abord une première action avec vous, Eddie Cohen, sur la situation globale. On va rentrer dans le détail et dans ces affaires de démolition ensuite, mais sur le sentiment, finalement, qu'on est dans une guerre menée pour Jérusalem. Qui est responsable ? Est-ce que pour vous, qui avez, donc je le disais tout à l'heure, écrit un article vous avez étudié finalement ce qui a été l'acte fondateur de Mahmoud Abbas, c'est-à-dire cette thèse où on lui reproche finalement d'avoir tenu des propos révisionnistes. Vous êtes le seul à avoir lu entièrement cette thèse qui était rédigée en arabe. Eddie Cohen, est-ce que vous avez l'impression que Mahmoud Abbas fait aujourd'hui de l'incitation en appelant finalement à tuer des juifs comme le lui reproche Netanyahou ou pas ? Et Mahmoud Abbas, il a deux discours. Un discours en arabe à son peuple et un autre discours en anglais et pour les Israéliens et pour le monde entier. Mahmoud Abbas, je vais parler de sa thèse. En 1982,
M. Abbas a vécu comme les autres chefs palestiniens, il a vécu à Moscou. Il a écrit une thèse de doctorat. Voilà, qu'on voit d'ailleurs à l'image dont il s'agit de la couverture qui évoque donc le titre de cet ouvrage et de cette thèse. Hein. Le titre, c'est « L'autre visage, les relations secrètes entre le sionisme et le nazisme ». Et M. Abbas prétend dans cette thèse, c'est une thèse de 253 pages, écrite effectivement, comme vous avez dit, en arabe, et l'Occident et les pays étrangers, la France, ils savent peu de cette thèse, de cette infameuse thèse. En fait, personne ne sait qu'est-ce qu'il y a dedans. Quand je lu ça, j'étais choqué. M. Abbas prétend que la Shoah elle a été faite par les nazis et par les juifs. Le mouvement sioniste, c'est lui qui a coopéré avec Hitler, avec le Troisième Reich, et pour tuer autant de juifs afin de demander un État, la création de l'État d'Israël, devant le public. Abbas, non seulement il accuse les sionistes qui sont les coupables, il prétend que les Juifs sont responsables, c'est eux, à cause d'eux, que la Deuxième Guerre mondiale a été éclatée. Et les Juifs, ils ont interdit de sauver des autres Juifs de l'Europe afin de les tuer, et pour cela, pour exiger un État. Donc ça, c'est la justification, selon Mahmoud Abbas, de l'État d'Israël, c'est-à-dire la Shoah, finalement, qui aurait été orchestrée par les sionistes pour permettre la création de l'État d'Israël. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Tout d'abord, il cite des négationnistes de Holocauste, de Shoah, le Français Robert Forisson, le Canadien Roger Delorme. Il prétend qu'il y avait 890 victimes. Ils disent... les sionistes, ils ont gonflé le numéro des victimes afin, comme je dis, pour l'opinion publique. Les juifs et les sionistes, ils ont coopéré avec Hitler, ils partagent la même mentalité. Vous avez vu à l'écran, le nazisme et le sionisme, c'est la même chose pour M. Abbas. Cette thèse, on n'a pas le temps de parler dans toute cette émission la thèse, mais on peut voir sur son site de la PLO, et chaque arabe, chaque personne qui connaît l'arabe peut lire en direct toute cette thèse. Est-ce que pour vous, Mahmoud Abbas aujourd'hui joue un double jeu ou pas? Parce que c'est vrai que Benjamin Netanyahou dit qu'il peut effectivement ne pas encourager le terrorisme, mais ses paroles sont de l'incitation. C'est-à-dire qu'il n'a pas les actes finalement... Non, je ne pense pas que c'est une bonne analyse de dire que Mahmoud Abbas est en train de parler, de faire un double jeu. D'ailleurs, c'est pas ce que moi je dis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le chef des services de sécurité générale israélienne qui le dit. D'ailleurs, le grand problème c'est que cet institut qui est tellement important du côté israélien de services de sécurité générale, quand ça arrange les politiciens israéliens, alors ils la tiennent, et puis quand ça ne leur arrange pas, ils préfèrent de ne pas en parler, de la mettre de côté. Maintenant, il faut comprendre que la situation est très grave, et l'escalade de la violence, de jour en jour, on est en train de la voir et de l'apercevoir, et la prononciation, d'ailleurs ce qu'on a dit tout à l'heure, de l'ordre du Premier ministre qui veut intensifier la violence, c'est-à-dire de mettre encore plus de barrières, d'amener des gens, des juifs mobiliser les juifs qui ont des fusils et pour sécuriser des endroits, on va dans une situation qui se dégringole très très vite. D'ailleurs, l'ordre qui est la conséquence de l'attentat d'hier. C'est des mesures qui sont décidées après l'attentat. Je pense que c'est plutôt quelque chose, non pas de la raison, mais c'est plutôt quelque chose qui veut donner, soi-disant, jeter au regard du peuple israélien, en dire voilà, on est en train de faire quelque chose, on n'est pas là en train de se tourner les pouces, mais quand on considère, quand on regarde ces décision-là de démolir des maisons, on comprend qu'il y a une très grande problématique. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est une grande commission de l'armée israélienne qui a cherché, qui a essayé de voir
quel rapport il y a entre cette sanction de démolir les logements des proches des Palestiniens et elle a trouvé en 2004, c'est une commission qui a été présidée par le général Udi Shani, encore un grand général de la sécurité israélienne, qui a proclamé que l'efficacité de cette pénalité collective des innocents palestiniens, en fait, est doutable, elle est limite légale, et qu'il y a même des fois des indications contraires, c'est-à-dire qui les incitent à la violence. C'est-à-dire qu'on a l'effet complètement opposé que ce qu'on a voulu aboutir. Et ça, c'est très très grave, d'autant plus qu'il faut comprendre que cet ordre de démolir ces maisons des proches, il s'agit d'une atteinte à des personnes qui sont innocentes. Il s'agit d'une pénalité qui est collective, qui d'ailleurs il est interdite par la loi, que ce soit la loi israélienne ou les lois internationaux, les accords internationaux sur lesquels Israël même, l'État d'Israël, est signé. Et d'autant plus, elle est immorale, elle est complètement immorale. Et on ne peut pas considérer qu'une telle action peut arriver les deux côtés à aboutir à une paix qui est tant espérée. Vous êtes là-dessus, vous avez un sentiment sur ces mesures de punition et de démolition de maisons qui sont décidées par Israël quand justement il y a des actes terroristes là-dessus, Eddie Cohen? Je pense que si je suis un terroriste et je veux m'exploser ou je veux être un shahid, je penserai 2-3 fois si je sais, c'est ma maison, ma mère, mon père, mes enfants, mes frères, ils vont être sans maison, sans abri. Et je suis sûr que c'est redoutable. Non, mais c'est justement l'étude qui a été faite en 2004, et depuis 2005, vu qu'ils ont vu que il y a aucune efficacité, bien au contraire, ça incite à la vengeance. Depuis, ces pénalités sont rarement appliquées, et aujourd'hui, elles ne servent. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui dans les médias israéliens, gauchistes, il faut le dire, ces propos ne servent qu'à des besoins médiatiques et des gains politiques que la droite israélienne, la droite radicale israélienne essaye de mener. C'est pour ça qu'on est en train aujourd'hui de parler de nouvelles élections ici en Israël, en disant voilà, on a tout cassé, il ne peut rien plus continuer. Et ce qui est important, c'est basé sur des études que l'armée israélienne a faites et non pas ce que moi et vous en pensent. Ouais. Alors c'est vrai qu'il n'y en avait plus depuis 2009 à Jérusalem, c'est la première qui est appliquée aujourd'hui. Alors un mot sur justement, parce qu'on parlait tout à l'heure donc de l'incitation, vous qui avez donc étudié cette thèse de Mark Moudal, est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que le discours de Mark Moudal ça a pu changer? Parce qu'il a pu écrire ça effectivement il y a 30 ans, et puis aujourd'hui avoir évolué dans sa position vis-à-vis des Juifs. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, quand il parle, il fait encore de l'incitation et qu'il tient des propos qui incitent au meurtre des Juifs? Non, pas du tout. Monsieur Abbas, il a fait 3 éditions. La dernière édition de ce soi-disant livre a été imprimée à Ramallah en 2012. Et comme je vous ai dit, le livre, il est dans son site, dans le site présidentiel de Mahmoud Abbas. Et je sais qu'on enseigne ça dans les universités et quelques écoles dans les territoires palestiniens. C'est une thèse qui est pleine de mensonges. Et aucun chercheur du monde entier, depuis la fin de la guerre mondiale... Est-ce qu'elle influence, à votre avis, le sentiment qu'ont aujourd'hui des jeunes Palestiniens? Parce que c'est ce que dit aussi Netanyahou, c'est-à-dire qu'on enseigne aujourd'hui aux jeunes Palestiniens la haine des Juifs dès l'école. Est-ce que ça peut influencer, à votre avis, au point que certains puissent commettre des actes tels que celui d'hier dans une synagogue? Absolument, absolument, parce qu'il accuse les Juifs qu'ils sont responsables de leur propre choix. Imaginez-vous, l'Holocauste, la Shoah, les 6 millions, les chambres de gaz. Monsieur Abbas, il dit dans son livre que les chambres à gaz, ils ont été juste pour tuer les microbes, pas pour tuer les Juifs. C'est un livre plein de mensonges. Il faut éliminer ça de la liste de son site présidentiel parce que chaque personne qui rentre et qui voit et qui lit, et c'est horrible, qui a écrit, qu'est-ce qu'il va croire des Juifs? Donc aujourd'hui, vous avez l'impression que ça peut avoir une influence sur la situation aujourd'hui telle qu'on la vit Absolument, ouais. Absolument. Est-ce que vous avez l'impression, vous, aujourd'hui, qu'il y a, dans ce que l'on voit aujourd'hui à Jérusalem, un point de non-retour qui a été atteint? On voyait tout à l'heure dans le reportage de Mathias Idbar, ce jeune habitant de Jérusalem-Est, qui disait aujourd'hui c'est devenu
très grave. On est effectivement, il a employé lui aussi le terme de guerre, comme l'a dit hier Netanyahou. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? On est dans une guerre, aujourd'hui une bataille pour Jérusalem? On est dans une situation très grave, ça c'est sûr. Il y a une escalade de la violence, tout le monde le voit. Est-ce que c'est un point de non-retour? Non, je ne pense pas. Il s'agit d'une décision claire, nette et précise que les deux parties doivent prendre. Au lieu de se proclamer l'un contre l'autre en disant, en jetant la responsabilité, comme le fait le Premier ministre Netanyahou sur Mahmoud Abbas, ils feront mieux les deux de essayer de trouver les points communs sur lesquels ils peuvent mener l'ordre, ramener l'ordre à la situation, que ce soit à Jérusalem, mais aussi partout ailleurs, c'est-à-dire en tous les territoires occupés et aussi à Gaza. Je pense que la situation est très grave aujourd'hui même à Gaza, alors qu'on a peut-être un peu oublié la guerre qui vient à peine de se terminer à Gaza en mois de juillet. La situation à Gaza aujourd'hui, elle est encore très très difficile. Très très difficile, c'est-à-dire il n'y a pas d'électricité, presque 18 heures par jour, il n'y a pas d'électricité. C'est la plus grande prison au monde, c'est-à-dire il y a 1,8 million Palestiniens qui vivent à Gaza qui ne peuvent ni sortir ni rentrer, ils sont interdits de la circulation, ils ne peuvent même pas extraire leurs ressources naturelles, c'est-à-dire qu'il y a un grand projet qui s'appelle Gaza Medine qui est sur les côtes de Gaza pour extraire le gaz, et là encore ils sont pas capables à cause du blocus israélien de l'extraire. Il y a des très très grands problèmes. Je pense que les deux côtés peuvent faire autrement. Ils doivent faire autrement. D'ailleurs, la dernière réunion avec John Kerry et le roi de la Jordanie et Mahmoud Abbas a donné des effets, des impacts, des bons impacts sur la région. On a retrouvé un certain calme, mais là encore, il faut donner de l'espoir politique, il faut donner de l'espoir au côté palestinien pour justement qu'il y ait pourquoi vivre. Pour le moment, le côté palestinien ne trouve qu'il n'y a aucun espoir. On est en train de leur parler qu'avec des paroles de violence. Ils ne comprennent que la langue de la violence, et ça c'est très très grave. Quand le côté israélien pense avec cette stratégie-là, on ne peut pas arriver à une paix. Voilà, violence donc des deux côtés. Vous voyez cette situation pouvoir évoluer aujourd'hui. Quand vous avez vu la condamnation justement de Mahmoud Abbas de l'attentat d'hier, certains ont dit qu'elle a été très sobre, dictée peut-être par les États-Unis, c'est ce que rapportent certains aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez qu'elle a répondu à ce qui s'est passé? Vous parlez de Mahmoud Abbas, mais il n'y a pas que Mahmoud Abbas. Il y a le Facebook, il y a l'Internet, il y a tous les dirigeants palestiniens du Fatah, il y a l'État islamique. Il faut voir l'État islamique. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces derniers mois? Leur influence, tuer les juifs, tuer les musulmans, s'entretuent entre eux. Si un musulman, il tue un musulman. Et le juif qui est l'ennemi de Mohammed, le prophète Mohammed, il a tué les juifs. Vous voyez si Mohammed il a tué les juifs, alors moi, un musulman, je peux et je dois tuer le juif. C'est une guerre entre les musulmans et les juifs. Et malheureusement, maintenant, c'est une guerre contre la place, c'est Jérusalem. Vous avez l'impression qu'on est dans une guerre de religion, clairement, là, aujourd'hui? Absolument, absolument. C'est votre sentiment aussi ou pas, Amir Badran? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de plus sérieux qu'il faut prendre en considération. Excusez-moi de le dire comme ça, d'une manière trop sec. Je pense qu'il faut faire un bilan avec M. Netanyahou, le Premier ministre, en disant, voilà, ça fait 5 ans et demi que vous êtes aux têtes de ce gouvernement, ça fait presque 8 ans non affiliés que vous êtes le chef de l'État. C'est une période assez longue et suffisante pour arriver à un accord de paix avec les Palestiniens. Depuis tant, ça avance nulle part, et ce n'est pas que le côté palestinien qui est en train de dire que ça n'avance nulle part, mais c'est la communauté internationale entière qui voit que ça n'avance nulle part. Vous avez mis les États-Unis, qui est le plus grand pays supporter d'Israël, qui est devenu, on va pas dire en désaccord en Israël, mais ouvertement ne sont pas d'accord avec la politique menée par Israël. Et cet accord-là, c'est assez, il est temps de changer. Le problème, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre capable
du côté israélien, juif, de mener un gouvernement avec une politique différente. Alors, on va retrouver à Jérusalem notre envoyé spécial Cyril Amar, justement, pour voir déjà quelle est la situation sur place. Bonsoir Cyril. Justement, ce soir, est-ce qu'un calme relatif règne à Jérusalem ? Pas vraiment, Jean-Charles. On est à un peu plus de 48 heures de l'attentat sanglant contre la synagogue. Et ce qu'on peut dire, c'est que la tension est toujours aussi palpable, toujours aussi vive. Nous avons pris position à quelques dizaines de mètres du quartier arabe d'Issaouia à Jérusalem-Est, que vous voyez certainement derrière moi. Alors, il y a des tirs intempestifs de fusées fumigènes, de cocktails Molotov, de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogènes qui font partie des ripostes, j'allais dire, traditionnelles de la police israélienne et de l'unité des gardes-frontières. Aujourd'hui, à l'entrée de la quasi-majorité des villages ou des quartiers arabes de Jérusalem-Est, eh bien, la police et les gardes-frontières ont déployé d'importants dispositifs. Voilà, vous entendez très certainement derrière moi les tirs. Des tirs de fusées fumigènes, voilà, et la riposte des policiers. Voilà, c'est une scène de vie quasiment quotidienne à Jérusalem. Sécurité renforcée également dans la partie occidentale de la ville, à Jérusalem-Est, au Jérusalem-Ouest, pardon, autour des établissements scolaires, notamment des jardins d'enfants, des crèches, mais également des écoles et des institutions publiques. Aujourd'hui, on a vu eh bien, des vigiles positionnés, postés devant ces établissements scolaires pour renforcer justement la sécurité des citoyens israéliens, des citoyens juifs israéliens dans la partie occidentale de la ville dont le sentiment de sécurité a tendance à s'effriter. Vous le voyez bien, le gouvernement israélien essaye à tout prix eh bien, de restaurer le calme et de restaurer la sécurité dans cette ville. C'était notamment l'objet de la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Aujourd'hui, dans la ville, il s'est rendu au centre de commandement et de surveillance de la municipalité de Jérusalem. Il a dit qu'il n'avait rien contre les Arabes israéliens de Jérusalem, mais qu'il était déterminé à agir eh bien, pour restaurer le calme et la sécurité dans la ville. Alors cette politique de la main de fer, Jean-Charles, elle a été mise à exécution cette nuit dans le quartier de Silouane, où a été démolie la maison de l'auteur de l'attentat à la voiture bélier Abdelrahman Al-Chaloudi, qui avait donc foncé avec sa voiture contre des passagers du tramway. Sa maison au 3e étage d'un immeuble qui en comptait 4 a été détruite dans le quartier de Silouane, provoquant évidemment des heurts entre émeutiers palestiniens et forces de l'ordre israéliennes, car les Palestiniens, vous le savez, eh bien, ne voient pas d'un bon oeil cette punition qu'ils considèrent comme collective. Du reste, au sein même des services de sécurité israéliens, les avis ne sont pas unanimes. Le Shin Bet, le service de contre-espionnage israélien, estime que cette mesure est dissuasive, tandis qu'au sein de l'armée Tsahal, on estime que cette mesure est contre-productive et ne fait que raviver les tensions. Merci Cyril Amar en direct de Jérusalem. On va continuer dans un instant le grand direct. Merci à vous Amir Badrad, merci docteur Eddie Cohen. On se retrouve dans un instant, restez avec nous. Au lendemain de l'attentat sanglant dans une synagogue de Jérusalem qui a fait 5 morts, obsèque aujourd'hui de la 5e victime, le policier qui s'était porté au secours des victimes dans cette synagogue, obsèque en présence de nombreux membres de la communauté orthodoxe de Jérusalem aux côtés de la famille druze de ce policier. Les discussions sur le nucléaire iranien dans une semaine décisive à Vienne. L'accord doit théoriquement être conclu avant le 24 novembre, mais il faudra sans doute prolonger la date une nouvelle fois en raison des désaccords persistants. Et puis les combats qui se poursuivent dans le Sinaï égyptien entre l'armée et les groupes djihadistes. 7 morts aujourd'hui victimes de bombardements entre les deux camps. À Vienne, en Autriche, une semaine décisive s'ouvre donc dans les discussions sur le nucléaire iranien. L'échéance du 24 novembre a été fixée pour la conclusion d'un accord entre le groupe des 5+1 et Téhéran. Mais les dernières discussions engagées semblent dessiner un probable report de cette date, faute d'accord définitif. Léa Verdugo. Cela fait 10 ans que ça dure et les grandes puissances et l'Iran ont moins d'une semaine pour trouver un accord historique sur le nucléaire iranien. Les négociations ont-elles une chance d'aboutir à une solution définitive? Même si de profondes divergences demeurent entre occidentaux et iraniens, jamais les pourparlers n'ont été si proches du but. Pour la première fois, les Américains et les Iraniens ont une volonté commune de régler le conflit. Par ailleurs, les relations entre John Kerry et Mohammad Zarif sont plus détendues qu'entre leurs prédécesseurs.
nucléaire. Car le temps presse pour Barack Obama. Dans quelques mois, le nouveau Congrès à majorité républicaine va être institué et il sera plus prompt que le Congrès actuel à imposer des sanctions contre l'Iran, ce que l'administration Obama cherche à tout prix à éviter. D'une certaine façon, son héritage en termes de politique étrangère est lié à cet accord et c'est ce qui va lui permettre de rester dans le coup. Du côté de la population iranienne, les espoirs sont grands. Les deux côtés font peu à peu des compromis sur leurs demandes excessives, surtout les gouvernements occidentaux. Peu à peu, ils reculent et donnent quelques droits au peuple iranien, le droit d'enrichir de l'uranium. Ils acceptent cela, l'enrichissement, un pourcentage qui est pour une utilisation interne. Même si les volontés de signer un accord sont importantes, les deux parties sont encore loin du but. Les capacités d'enrichissement d'uranium constituent l'un des points les plus épineux des négociations. Téhéran exploite des milliers de centrifugeuses susceptibles de fournir la matière première pour des bombes atomiques. Car pour obtenir un accord, l'Iran doit consentir à réduire ses capacités actuelles. Autre pierre d'achoppement, le réacteur à eau lourde d'Arak, qui pourrait produire du plutonium, une autre voie d'accès à l'arme nucléaire. Enfin, troisième volet, le régime d'inspection de l'ONU, auquel l'Iran sera soumis après l'accord. Sur ces 3 points, les discussions n'ont toujours pas abouti. De nombreux observateurs ne croient pas à un accord définitif. Il est plus probable, selon eux, qu'un accord intérimaire soit signé, comme cela a déjà été fait en juillet dernier. La France a révélé aujourd'hui que le deuxième djihadiste identifié sur la dernière vidéo de l'État islamique était bien un citoyen français dont le nom a été révélé. Le Premier ministre Manuel Valls estime par ailleurs qu'une 50aine de Français au total auraient été tués en faisant le djihad en Syrie depuis 3 ans. La France qui se demande comment faire face à ce phénomène d'un nouveau genre, ces Français convertis devenus bourreaux au nom de l'islam. Elsa Mourgue. Il apparaît dans la vidéo diffusée dimanche par les djihadistes de l'organisation État islamique et a été identifié mercredi matin par sa mère. Ce djihadiste n'est autre que Michael Dos Santos, un ressortissant français de 22 ans, originaire de Champigny-sur-Marne. Le maire de Champigny s'est dit choqué par la nouvelle. Un sentiment de profonde tristesse parce que je pense à la famille, je pense évidemment aux victimes là-bas, mais je pense à la famille. Ça doit être un désastre humain d'apprendre qu'un proche a trempé dans quelque chose d'aussi odieux. Michael Dos Santos aurait rejoint des groupes djihadistes syriens en août 2013 et porte le nom guerrier d'Abu Othman. Il fait l'objet d'un mandat de recherche depuis mars et les autorités françaises surveillaient ses faits et gestes et ses activités sur Internet. C'est d'ailleurs par ce biais qu'il s'est radicalisé, comme la majorité des nouveaux convertis. Un parcours qui ressemble à celui de Maxime Auchard, un autre Français identifié plus tôt dans la même vidéo macabre où plusieurs otages du groupe islamiste ont été décapités. Pour Manuel Valls, cette nouvelle renforce la détermination de la France à lutter contre le terrorisme et Paris a d'ailleurs annoncé l'envoi de bombardiers supplémentaires en Irak. Mais la stratégie du tout aérien de la coalition menée par les États-Unis a une efficacité limitée et porte à certaines critiques. Ce qui serait idéal, ce qui doit être fait en Syrie et en Irak, n'a pas encore été réalisé. Si nous nous concentrons uniquement sur la formation et le matériel des rebelles, nous allons être déçus. L'Irak et la Syrie doivent être évalués séparément. En Syrie, nous avons besoin d'un plan qui vise également le régime syrien. Sur le terrain, la bataille pour la ville de Kobané se poursuit toujours après 2 mois de combat. Ces derniers jours, les forces kurdes ont réussi à reprendre plusieurs bâtiments des mains des djihadistes de l'État islamique. Et en Irak, justement, attentat à la voiture piégée aujourd'hui devant le siège du gouverneur de la province kurde du nord du pays, à Erbil. Bilan 4 morts et le kamikaze qui conduisait le véhicule, attentat attribué aux djihadistes de l'État islamique. Pour la première fois depuis 2009 à Jérusalem, Israël a fait procéder à la destruction de l'habitation familiale d'un terroriste palestinien. On vous en parlait tout à l'heure. C'est donc un message de fermeté que le gouvernement israélien veut envoyer aux Arabes de Jérusalem en pleine vague de violence. Reportage à Silvan, Jérusalem-Est, Maël Benoliel.
Le 22 octobre dernier, un Palestinien de Jérusalem-Est fauchait avec sa voiture des civils israéliens, tuant un bébé et une jeune femme à une station de tramway de Jérusalem. À l'origine de cet attentat, la voiture bélier, Abdelrahman Chaloudi, un proche du Hamas de 22 ans, abattu par la police au moment des faits, a vu son appartement de Silouane détruit la nuit dernière par l'armée israélienne. Une sanction qui fait partie de la lutte contre le terrorisme et ses infrastructures selon Tsahal, une incitation à la violence selon l'oncle du terroriste. Pour être honnête, je pense que Netanyahou a pris une décision hâtive. Cela va entraîner encore plus de violence et ça ne va pas aider à calmer la situation. Netanyahou veut envenimer la situation. Je trouve sa décision injuste et raciste. Le but d'une telle chose, c'est de faire peur au peuple palestinien. Détruire la maison du terroriste après un attentat est une mesure punitive prise par Israël depuis des décennies. Une mesure bien évidemment connue des familles des terroristes. Mais bien que largement décriée par les Palestiniens et la communauté internationale, cette mesure est parfaitement légale du point de vue de la loi israélienne et du droit international. Elle fait suite à une procédure juridique de la part des instances concernées. Yom Tov Kalfon est avocat. Il fait partie de l'Institut de Jérusalem pour la justice, un organisme israélien qui défend les droits civils en Israël. Selon lui, le cadre juridique date du mandat britannique, il y a plus de 50 ans. L'ordonnance 119 en question, ça s'appelle la Takana Me'avetchaes en hébreu, est en vigueur en fait depuis le mandat britannique et en fait l'État d'Israël a hérité de cette législation britannique et ne l'a pas annulée, tout simplement. Le processus juridique est ouvert, on donne un ordre de destruction, les personnes qui veulent s'opposer à cet ordre peuvent le faire et elles le font, et après que la décision de justice est donnée, alors la destruction a lieu. On est dans un état de droit. Des mesures punitives dénoncées par l'autorité palestinienne. Mais de son côté, Israël ne manque pas de dénoncer lui aussi cette dernière qui dédommage après chaque attentat ou tentative d'attentat les familles des terroristes morts ou emprisonnés. Il y a dans l'autorité palestinienne un ministère qui s'appelle le ministère des prisonniers, le ministère des Affaires des prisonniers, qui, son budget, est pour financer, pour donner comme des payes en fait, aux terroristes qui sont emprisonnés, mais plus en fait le délit est grave, plus le prisonnier en question reçoit d'argent. L'autorité palestinienne même lance un message aux terroristes. Si vous faites du terrorisme, faites-le bien, vous serez mieux payés. Par rapport à ce qu'on appelle les martyrs, les shahids, leurs familles évidemment reçoivent aussi des subventions. Une méthode de rétribution financière qui engendrerait encore plus de terrorisme pour les uns. Pour les autres, des démolitions de maisons en cas d'attentat qui attiseraient la haine. Un cercle vicieux, infernal. Rien ne semble pouvoir arrêter pour le moment la flambée de violence en Israël. Alors ces démolitions sont donc l'un des moyens envisagés par le gouvernement israélien face à cette flambée de violence. Quelles autres solutions peuvent être envisagées ? Eh bien écoutez, c'est justement quelques réponses enregistrées aujourd'hui en Israël, dans les rues de Tel Aviv, auprès d'habitants d'Israël. Je n'ai pas vraiment ma propre opinion, mais j'ai parlé à beaucoup de monde depuis mon arrivée. Le public semble estimer que nous devrions faire plus de compromis, rendre la vie plus facile et plus acceptable. Ça ne peut pas se passer comme ça. Des enfants se font tuer sans arrêt. Il y a des attentats tous les jours. Ça ne va pas. Il faut faire le nettoyage, rétablir l'ordre, qu'ils arrêtent de nous chercher des noises, qu'ils commencent à s'occuper des choses vraiment importantes. Je pense que le seul moyen d'avancer, c'est d'engager des négociations et faire des compromis. Plus on libère de territoire, plus le terrorisme augmente. Ce sont des provocations. Quand le Premier ministre se rend en visite aux États-Unis pour y rencontrer le président, c'est justement là qu'il trouve le moment d'annoncer des constructions à Jérusalem-Est. Alors au lendemain de cet attentat de la synagogue de Jérusalem, les obsèques du policier qui a été mortellement blessé par les terroristes avaient lieu aujourd'hui dans le nord d'Israël. L'occasion pour la communauté juive orthodoxe de Jérusalem de manifester sa solidarité avec la famille de ce policier druze. Leslie Rezoug. Ultra-orthodoxes, musulmans, druzes, toutes religions confondues, ils sont des centaines à s'être réunis en ce début d'après-midi pour rendre un dernier hommage à Zidan Shaïf.
Ce sergent-major de la police israélienne mort des suites de ses blessures après l'attentat contre la synagogue de Bnei Torah. Enterré dans son village de Yanoujat, dans le nord d'Israël, ce père de famille a été salué pour son action héroïque par des centaines de religieux du quartier de Har Nof. Une campagne a été menée sur les réseaux sociaux pour permettre à tous les membres de cette communauté de se rendre à la cérémonie. Des dizaines de bus ont également été affrétés depuis Jérusalem. L'ancien grand rabbin séfarade d'Israël, Shlomo Amar, était également présent. Une mobilisation inédite donc, motivée par le véritable sacrifice de Zidan Shaïf. Accompagné d'un autre policier, il se rend devant la synagogue de son propre chef dès qu'il entend les premiers cris en provenance de l'édifice. Arrivé peu après 7 heures, il se retrouve à 1 mètre à peine des 2 terroristes. Voyant son coéquipier en difficulté et sans défense, il décide de s'interposer. Il reçoit alors une balle en pleine tête. Malgré tout, il ne succombe pas immédiatement à ses blessures. De leur côté, les 2 terroristes entrent dans la synagogue et ouvrent le feu sur les fidèles réunis pour la prière du matin. À coups de hachoirs et de couteaux, il commence alors un véritable massacre. Des impacts de balles sont retrouvés un peu partout dans les marbres de la synagogue. Alors que les premiers secours arrivent, l'un des 2 sort du bâtiment pour ouvrir le feu, tandis que son complice continue de s'acharner sur les corps. Alors qu'ils tentent de fuir, ils sont tués peu après par d'autres membres de la police. J'étais à 5 ou 7 mètres. C'était eux ou moi. J'ai ouvert le feu sur le premier, je l'ai vu s'effondrer. J'ai tiré sur le deuxième et il s'est effondré également. J'étais très concentré. J'ai pointé mon arme vers la cage d'escalier et j'ai aperçu 2 jeunes en train de courir. Ils avaient l'air assez jeunes. L'un d'entre eux portait un pistolet et une machette tachée de sang, ou plutôt un grand couperet. Le deuxième était à 1 mètre et tenait un couteau couvert de sang. De son côté, Zidan Shaïf est rapidement intubé et transporté à l'hôpital. Il succombe à ses blessures quelques heures plus tard. Il y a 3 semaines à peine, son commandant avait affirmé qu'il s'agissait du policier le plus dévoué de toute son unité. On l'a appris ce soir, l'espion américain Jonathan Pollard, qui possède également la nationalité israélienne, s'est vu refuser une nouvelle demande de liberté sur parole de la part de la commission pénitentiaire américaine, et ce, semble-t-il, en raison d'une nouvelle obstruction de l'administration américaine. En clair, de la Maison-Blanche. Jonathan Pollard est condamné, vous vous en souvenez sans doute, depuis son arrestation en 1985 pour avoir livré des secrets militaires à l'État d'Israël. Beaucoup de gens sont mobilisés aux États-Unis et en Israël pour obtenir sa libération jusqu'au plus haut niveau de l'État. On est en ligne justement avec le docteur Claude Salama qui a fondé l'association pour la libération de Jonathan Pollard. Bonsoir Claude Salama, vous êtes à Jérusalem. Comment vous interprétez ce nouveau refus, justement, des Américains de remettre en liberté Jonathan Pollard, qui est en prison depuis presque 30 ans maintenant? Oui, bonsoir Jean-Charles. Écoutez, c'est lamentable. Il n'y a pas d'autre mot. C'est odieux et c'est lamentable. Parce que le dossier Pollard est clair aux yeux de la justice américaine, de tout le monde. Il a une condamnation qui est absolument exorbitante compte tenu du délit qu'il a commis, à savoir transmission de données non pas concernant les États-Unis, ce qui fait qu'il n'a pas été accusé de trahison aux États-Unis, simplement de transmission de données concernant les pays arabes ennemis à la fois des États-Unis et d'Israël, à savoir Libye, Syrie, Iran, Liban, quelque peu. Donc, c'était d'ailleurs un mémorandum qui avait été signé entre les États-Unis et Israël qui devait être respecté, que les Américains ne respectaient pas. Et Jonathan Pollard a pris sur lui, par amour d'Israël uniquement, de transmettre des informations qui, de toutes les manières, devaient parvenir à Israël. Il l'a fait. Il a été condamné, sa condamnation c'était au maximum transmission à un pays allié des États-Unis de certaines données concernant des pays étrangers, c'est 2 à 4 ans. Il était en prison depuis 29 ans, nous avons agi, et voilà que nous espérions la grâce d'Obama, et voilà qu'elle ne vient pas. C'est abominable. Est-ce que vous pensez que cela peut aussi être la conséquence des relations plus tendues actuellement entre Israël et les États-Unis, notamment entre Obama et Netanyahou? Votre question est judicieuse, mais je vais vous dire non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Obama, depuis le départ, s'est opposé, et le seul désormais aux États-Unis, dans la sphère gouvernementale, dans la sphère décisionnelle, qu'elle soit politique, judiciaire, au Sénat ou ailleurs,
c'est le seul qui continue à s'opposer à la libération de Pollard. Il a été constant là-dessus. Et il ne s'agit donc pas d'un épisode politique actuelle. Non, il a toujours été déterminé à empêcher Pollard. Il faut voir, quand Shimon Peres est venu lui dire libérez-le, là, on voit la tête d'Obama, comment il s'offusque de cette demande. Il a refusé à Netanyahou, à tout le monde, à Esther Pollard. C'est le dernier. Vous savez, il y avait des opposants à la libération de Pollard. Par exemple, l'ancien chef de la CIA, Jam Wolsey, le chef du FBI, qui l'avait interrogé un autre, etc., s'opposaient. Désormais, depuis l'an dernier, depuis bizarrement, entre guillemets, notre action, ces gens-là ont changé d'avis. Ils ont dit, bon, il a assez payé. Il ne méritait pas tant que cela. Vous savez que Weinberger, le ministre de la Défense à l'époque, qui a tout fait, un ministre juif américain, mais qui a tout fait pour enfoncer Pollard, sur son lit de mort a dit, eh bien, j'ai été trop loin, nous avons été trop loin, il faut le libérer. La seule personne aux États-Unis maintenant qui refuse la libération de Pollard, c'est Obama. Et nous espérions que quand il avait reçu Shimon Peres pour lui remettre sa médaille, Shimon Peres qui devait quitter la présidence et devait parler de Pollard, nous espérions qu'il lui avait promis que là, en novembre, les demandes de grâce, figurerait Pollard dans la liste. Et Pollard l'attendait, Esther Pollard l'attendait. Nous l'attendions et ça n'est pas venu. Ça n'est pas épisodique, ça n'est pas un épiphénomène de la politique israélo-américaine, pardon. C'est une volonté arrêtée d'Obama, décidée de refuser la libération de Jonathan Pollard. Merci Claude Salama. Je rappelle donc que vous êtes le fondateur de ce mouvement pour la libération de Jonathan Pollard en Israël. Des images rares à présent provenant de Libye, quelques secondes montrant justement ces combattants près de Tripoli, là où les combats ont fait rage ces derniers jours entre des groupes djihadistes et les forces d'un ancien général proche de l'ancien régime de Kadhafi. La Libye toujours proche d'un chaos depuis justement la chute de l'ancien dictateur en 2011. En Égypte également, les combats font rage entre l'armée et les djihadistes dans le Sinaï. 7 civils au moins ont été tués aujourd'hui dans des bombardements opposant les deux camps, alors que l'armée égyptienne continue d'étendre ce qu'elle appelle une zone de sécurité dans le secteur de Rafah, frontalier avec la bande de Gaza. Cyril Amar. C'est l'attaque la plus meurtrière perpétrée contre les forces de l'ordre égyptiennes depuis que l'armée a destitué en juillet dernier le président islamiste Mohamed Morsi. Vendredi 24 octobre, au nord-ouest d'Al Arish, un kamikaze lance sa voiture chargée d'explosifs sur un barrage militaire. Bilan, 34 morts et une quarantaine de blessés. Furieux, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi affirme dès le lendemain que l'Égypte va se venger. Il accuse, sans les nommer, des pays étrangers d'être derrière l'attentat du Sinaï. Derrière cet attentat, il y a eu un soutien étranger pour mener cette attaque contre l'armée égyptienne. Les médias égyptiens, eux, se montrent plus bavards. Dans un article publié ce lundi, le quotidien Al-Yom al-Sabah accuse délibérément le Hamas, le Qatar, mais aussi la Turquie d'avoir minutieusement préparé l'attaque. Certes, c'est le groupe djihadiste Bayt al-Maqdas qui a revendiqué l'attentat, mais il n'aurait fait qu'exécuter les ordres du Hamas et de ses alliés turcs et qataris. Selon le journal, l'opération aurait été orchestrée par Khaled Mashal, le chef du bureau politique du Hamas en exil à Doha. Celui-ci aurait chargé Fathi Hamdan, l'ancien ministre de l'Intérieur du mouvement islamiste palestinien, de planifier un attentat d'envergure contre l'armée égyptienne dans le Sinaï. Il aurait pour cela bénéficié du soutien financier du Qatar, un joli billet de 6 millions de dollars, mais également du précieux concours des services de renseignement turcs. Ces nouvelles révélations risquent d'envenimer un peu plus des relations exécrables avec Doha et Ankara, accusés par l'Égypte de soutenir les frères musulmans. Après avoir décrété l'état d'urgence dans le Sinaï, le président égyptien a promis de prendre des mesures. Faites attention au complot contre vous. Tout ce qui s'est passé, on s'y attendait. Nous allons maintenant aller de l'avant. Chose dite, chose faite, l'Égypte vient d'élargir un peu plus la zone tampon qu'elle a établie à sa frontière avec la bande de Gaza. En Afrique, au Burkina Faso, le président par intérim a nommé aujourd'hui un militaire au poste de Premier ministre. Voilà qui rappelle évidemment que l'armée tient désormais les rênes du pays depuis la chute du président Blaise Compaoré. Julia Ganancia.
L'armée entend conserver toute son influence dans le jeu politique. La transition civile à peine entamée au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Zida, qui avait pris le pouvoir fin octobre à la chute de Blaise Compaoré, a été nommé ce mercredi nouveau Premier ministre par le président intérimaire Michel Kafando. Armée et civils sont donc parvenus à un accord sur le partage du pouvoir, le poste de Premier ministre pour Zida, celui de président intérimaire pour Kafando. Je tiens à vous rassurer, nous serons hautement respectueux de notre Constitution et de la Charte que nous venons d'adopter. Cette désignation semble contraire aux vœux affichés de la communauté internationale qui souhaitait une transition strictement civile après la chute du président Blaise Compaoré, chassé par la rue le 31 octobre après 27 ans de règne. Isaac Zida, numéro 2 de la garde présidentielle, avait alors soufflé le pouvoir au chef d'état-major des armées qui s'était pourtant officiellement déclaré. Au terme d'intenses négociations impliquant l'armée, les partis politiques et la société civile, une charte de transition avait été adoptée en fin de semaine et un nouveau président intérimaire désigné, Michel Kafando, chargé d'organiser des élections générales d'ici novembre 2015. Je vois comme défi majeur, d'abord la stabilité. Dieu merci, nous avons eu une armée qui a été vraiment responsable et qui nous a garanti la stabilité jusqu'à présent. La jeunesse qui a porté la contestation semble particulièrement hostile à un pouvoir militaire. Elle pourrait réagir avec virulence en descendant une nouvelle fois dans la rue. La formation du nouveau gouvernement est prévue jeudi. La place qui occuperont les militaires devrait dessiner les contours de cette transition civile, mais déjà fortement préemptée par l'armée. L'avenir dira qui est le réel homme fort du pouvoir. On parle économie tout de suite. Dans l'actualité économique ce soir, un scandale sur le marché des changes. Exactement, un scandale de plus, j'ai envie de dire. Le marché des changes, c'est 5 000 milliards de dollars échangés par jour, dont 40% à Londres. Les régulateurs américains, anglais et helvétiques viennent de condamner et de passer un accord avec 6 banques internationales de l'ordre de 4,3 milliards de dollars qui intégraient 30% de rabais pour éviter les frais judiciaires de chaque côté. D'autres banques comme Deutsche Bank et Barclays n'ont pas encore passé d'accord, mais... le pire est probablement encore à venir parce que ces banques accusées d'avoir manipulé les taux de change de 2008 à 2013 à leur profit évidemment et non pas au profit des clients, courent encore le risque d'être condamnés par le régulateur de l'État de New York à hauteur de 40 milliards de dollars en tout, ce qui est une somme énorme. Et les traders vont eux-mêmes être poursuivis au niveau pénal. Donc il y aura des conséquences assez fortes, on va dire, pour tout ce monde-là. Exactement. Alors c'est un peu une nouveauté. Avant, les traders n'étaient pas toujours poursuivis. Maintenant, ils vont l'être. Et puis les banques n'ont pas fini de devoir régler ces procès avec les régulateurs internationaux. C'est tellement grave que les traders entre eux s'appelaient les trois mousquetaires, la coopérative. Ils faisaient ça de manière ouverte au sein des banques. Alors on va parler maintenant d'une autre information, ça concerne les djihadistes de l'État islamique et de leur califat en Syrie et en Irak. Ils veulent à présent créer leur propre monnaie. Et oui, et pourquoi ? Parce que c'est le seul point qui manquait pour faire un État. Ils ont déjà un territoire, une population qui y réside, un territoire grand comme le Royaume-Uni, et ils ont en plus un simili gouvernement. La monnaie, c'était le dernier attribut pour se qualifier d'État. C'est un État qui a 1 milliard de dollars de budget par an grâce notamment au trafic du pétrole. Comme ils sont coupés de tout le système financier international, c'est d'abord le symbole qui compte, et puis en plus, ça leur donne un pouvoir considérable par rapport aux autres groupes terroristes, puisque c'est le seul groupe terroriste au monde qui peut se prévaloir d'avoir une monnaie qui sera émise d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup Thibault de la Baronnière. Je rappelle donc que vous êtes analyste financier. Merci, les sports tout de suite. Et la France qui replonge dans les scandales touchant le football. 2 affaires viennent se télescoper cette semaine. Garde à vue d'abord pour plusieurs anciens présidents du club de l'Olympique de Marseille dans des enquêtes pour malversation financière. Et puis autre garde à vue, cette fois des dirigeants de clubs de Ligue 2 qui sont soupçonnés d'avoir truqué des matchs entre leurs clubs. Écoutez justement ce qu'en dit le secrétaire d'État français chargé des sports, Thierry Braillard, invité en exclusivité tout à l'heure par Valérie Pérez dans le MAC des sports. La France a mis en place des outils. Il y a eu 2 lois, la loi du 9 juin 2010, la loi du 1er février 2012, qui notamment a voulu donner beaucoup plus de transparence aux questions des transferts et des indemnités que peuvent toucher les agents de joueurs. Il faut savoir que l'enquête qui est menée à Marseille a l'air, d'après ce qu'on peut lire dans la presse, de concerner des transferts qui avaient lieu avant cette loi. Donc l'idée, c'est quand
quand même de mettre beaucoup plus de transparence. Je crois que c'est nécessaire, mais ça ne concerne pas simplement la France, ça concerne l'Europe. Et je peux vous dire que, pour en avoir parlé avec lui, Michel Platini, le président de l'UEFA, est aussi extrêmement précis et veut arriver à aboutir pour essayer de mettre un peu plus de transparence dans ces questions de transfert et de commission d'agents. C'est vrai qu'on a beaucoup lu dans les médias que le président de l'Union européenne de football, Michel Platini, mène de front cette bataille pour moraliser le foot. En revanche, Sepp Blatter, de son côté, à la Fédération internationale, lui, ne suivrait pas vraiment le mouvement, ou encore plus, il freinerait ce mouvement. Quel est votre sentiment à vous ? Sur ce point, en tout cas. La fédération, la FIFA va plutôt dans un sens de vouloir libéraliser. L'UEFA veut plutôt être dans un sens de régulariser. Moi, je suis plutôt dans le sens qu'il faut régulariser. Et je vous le dis, des lois ont déjà été votées pour essayer d'être plus transparent. Par exemple, aujourd'hui, un agent doit déclarer à la cellule Tracfin toutes les sommes, les commissions qu'il doit percevoir, afin de déceler si cela est bien dans la régularité. Voilà, interview à retrouver dans son intégralité tout à l'heure dans le magazine des sports sur i24 News, juste après le grand direct. On va se retrouver nous dans un instant pour la suite, un débat consacré au traitement médiatique international de l'attentat de Jérusalem.